pour cette session, cette troisième session du comité exécutif nutrition animale, session des journées techniques 2021 de la coopération agricole Luzerne de France. Donc aujourd'hui, on souhaite un peu vous retranscrire un peu les actions menées en 2020, les actions phares de notre comité. Donc aujourd'hui, moi, je vais animer cette session. Je m'appelle Baptiste Bert. Je suis chargé de mission à la coopération agricole Luzerne de France et je pilote les deux comités, un comité qui est un comité de recherche agronomique et un comité de nutrition animale. Donc aujourd'hui, on va parler de nutrition animale. Donc au programme aujourd'hui, nous aurons un retour de résultats sur le programme Cheval, programme Pulse, donc par Samy Julian, qui est directeur de la société Lab2Field à Dijon. Ensuite, nous aurons un compte-rendu de l'essai sur les performances des vaches laitières en bio hiver par Samuel Maignan, directeur de la coopérative Daisy West. Et puis, nous terminerons par un sujet sur les marqueurs de la déshydratation avec Didier Coulmier qui est directeur de recherche et développement chez Desialis. Tout au long de la session, vous pouvez bien évidemment poser vos questions dans la barre à droite de votre écran, la barre de questions-réponses. Vous pouvez mettre vos commentaires, vos questions. On tâchera d'y répondre à la fin de chaque présentation. Donc on aura trois échanges, trois présentations, 3 échanges questions-réponses. Et puis nous aurons un échange à la fin, s'il y a d'autres questions à prendre, bien sûr. Tout de suite, je voudrais déjà vous dire de couper vos caméras et micros, de faire attention de bien couper son micro. Et puis donc, si vous voulez poser des questions, utilisez la barre prévue à cet effet. Et donc tout de suite, on va passer tout de suite à une introduction du contenu de cette session qui est proposée par Philippe Etienne, président de notre comité nutrition animale. Merci. Bonjour à tous et bien le bonjour de la Bretagne. Donc je me présente, donc Philippe Etienne, producteur laitier en Ille-et-Vilaine et également président du comité nutrition animale. Donc ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cet événement, de cette rencontre annuelle ne pouvant avoir lieu qu'en présentiel. Nous vous proposons effectivement ce format en visioconférence, bien plus adapté au contexte sanitaire. La journée technique du CET, donc le comité exécutif technique, s'est rendue le 1er avril. Celle du CERA, donc, qui concerne toute la recherche agronomique, s'est déroulée la semaine dernière, le 9 avril. Et nous conclurons par cette journée du Sénat aujourd'hui, en vous souhaitant honorer cet événement, tenir compte de nos engagements, car nous avons réalisé des activités sur 2020, malgré la situation compliquée due au contexte sanitaire que nous connaissons et que nous a empêchés de nous réunir normalement, nos équipes ont malgré tout continué de travailler au rythme de visioconférence notamment. Les 3 sujets qui ont été sélectionnés cet après-midi ne représentent pas uniquement l'ensemble des activités de notre comité. Entre autres, nous avons travaillé et nous continuons de travailler également sur l'alimentation des chèvres et sur l'empreinte carbone de la filière luzerne déshydratée. Notre conseil de section a également mené à bien sa réflexion sur sa stratégie pour les 5 prochaines années. Un rapport annuel nommé Luzerne 2026, identifiant les opportunités, perspectives de développement de la filière, a été conçu de concert avec l'ensemble des parties prenantes. Ce rapport est le fruit de travail de toutes les femmes et les hommes de cette filière. Du conseil d'administration, des membres du comité technique et des partenaires impliqués dans la filière. Vous pouvez trouver l'ensemble de ce travail stratégique de la filière via notre site luzerne.org, mais également sous forme d'un document complet de replay de la conférence qui a été lieu le 4 mars dernier. Mais sans plus attendre,
Je passe la parole à Samy Julien, donc directeur de Lab2Field, pour vous présenter les derniers résultats des essais sur le programme Pulse au cheval. Merci bien. À vous, Samy. Bien, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement? Alors, merci beaucoup pour cette invitation. La dernière fois que je vous ai présenté des résultats sur la relation, sur l'intérêt de la luzerne en alimentation équine, c'était lors des journées techniques de 2019. Donc là, j'ai fait un update sur tout ce qui s'est passé depuis 2019 et on a beaucoup d'informations nouvelles. Alors, j'ai mis juste une petite introduction avec un contexte. Après, derrière, les résultats du programme qui avait été conduit sur 2018, 2019, 2020. Puis après, derrière, ce qu'on a enclenché sur un programme accompagné par France Agrimaire sur la période 2020-2021. Donc, en contexte, on a toujours notre luzerne qui est un produit très intéressant pour le cheval, mais on avait identifié donc des verrous à faire sauter. Chez le cheval, on a, comme je vous l'avais présenté il y a quelques années, beaucoup de risques associés aux excès d'amidon et aux excès de sucre dans les rations. C'est associé chez les chevaux à des problèmes, on appelle ça des maladies neurologiques, hein, des problèmes comportementaux. Et les premiers travaux sur ces sujets datent d'il y a une dizaine d'années sur la relation entre fonctionnement digestif et déviance du comportement. On a des maladies, quand on a des excès d'amidon ou de sucre, métaboliques, comme de l'insulinorésistance, comme du diabète, ou alors comme d'autres types de maladies, comme le syndrome métabolique, par exemple. On a des maladies musculaires associées à ces excès, comme ce qu'on appelle les myosites, les rhabdomyolyses. Et puis on va avoir, pour la majorité de ces problèmes, des maladies digestives, comme les ulcères gastriques, comme les coliques, comme les diarrhées chroniques, comme les fourbures. On en parlera beaucoup pendant cette petite présentation, puisque la luzerne va jouer un rôle très intéressant dans la prévention notamment de ces désordres digestifs. Donc, il faut trouver comment, dans les rations pour les chevaux, substituer une part des céréales apportées par des matières premières qui sont des matières premières qui respectent le fonctionnement digestif. La luzerne fonctionne bien, hein, donc riche en fibres et pas très riche, voire très pauvre en amidon et en sucre. Et pour pouvoir amener malgré tout des apports énergétiques, protéiques suffisants, il faut que ces fibres soient hautement digestibles et que les teneurs protéiques soient élevées. Donc la luzerne coche toutes ces cases. Maintenant, je vous avais présenté la dernière fois les limites qu'il y avait actuellement. Il y a des craintes, et notamment des craintes en France particulièrement quant à l'utilisation de la luzerne ou des aliments qui sont riches en protéines. Et il y a beaucoup de préjugés qui traînent depuis longtemps. J'ai pris des exemples sur Internet et j'ai regardé ce qu'il y avait soit dans des revues de vulgarisation, soit sur des sites du style de l'Éperon. On est en ligne, hein, donc ça, et on voit que, par exemple, il est affiché que la luzerne est à manier avec précaution, que ça peut provoquer des troubles digestifs, que c'est à l'origine de certaines complications hépatiques, de coliques, de fourbures. C'est aujourd'hui non étayé et non fondé, ça. Donc c'est un peu problématique, puisque c'est des préjugés qui nuisent à l'utilisation de cette matière première. Donc, ce qu'il avait été identifié, c'est qu'il fallait mettre en place un programme pour amener des réponses à ces interrogations, voir comment développer des produits qui soient les produits les plus adaptés possibles et étayer l'argumentaire autour de l'intérêt de la luzerne pour le cheval. Donc en 2018, un programme a été mis en place sur 2 premières années avec la COP agricole et avec le soutien de la région Grand Est. En introduction, on avait commencé à regarder si l'utilisation de la luzerne était vraiment néfaste pour les chevaux. Et donc, en fait, en premier essai qui avait été fait, on avait distribué des grosses quantités de luzerne déshydratée sous forme de granulés à des chevaux à hauteur de 6 kg par jour pendant 1 mois pour vérifier si il n'y avait pas d'effet négatif, comme on pouvait le lire à droite à gauche. Et on a regardé si les chevaux le consommaient correctement, avec un focus du coup sur l'ingestion, et puis avec un deuxième focus, d'un point de vue santé, pour vérifier s'il n'y avait pas de problème digestif associé. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il n'y avait aucun problème d'un point de vue consommation volontaire. Tous les chevaux de l'essai, il y avait une vingtaine de chevaux dans l'essai, ont consommé sans aucun problème la quantité de luzerne qui leur a été distribuée. 6 kg par jour, 3 kg le matin, 3 kg le soir, n'est pas problématique en termes d'ingestion. Et ce n'est pas problématique non plus pour la partie santé. On avait différents types de luzerne qui a varié en gros de 15 à 25% de protéines, donc on avait pris des ranges assez élevés, et aucun des produits testés n'a entraîné de dysfonction d'un point de vue digestif.
Donc, première étape franchie, l'ingestion n'est pas un souci, les chevaux aiment bien cette matière première. Deuxième point, validé également, ça n'est pas dangereux, même à très haute dose, on s'en doutait, puisque dans plusieurs pays étrangers, c'est souvent le fourrage qui est communément utilisé, et donc on en donne des très grosses quantités quotidiennement. Étape suivante, on a voulu regarder parmi les différents produits qu'on avait à disposition, donc il y avait des teneurs protéiques variables, si tous les granulés présentaient les mêmes propriétés bénéfiques potentiellement pour l'écosystème, écosystème dans l'estomac ou écosystème dans le gros intestin. Donc là, on a regardé ce qui se passait en allant prélever un petit peu de contenu, soit gastrique, soit fécal, et puis en faisant des travaux in vitro pour sélectionner les meilleures luzernes à aller tester derrière in vivo. Donc c'était un préambule. Ça se fait comme ça, dans des batchs avec des fioles, et on suit l'évolution fermentaire dans nos écosystèmes de tous les paramètres de la fermentation. En parallèle, on suit également les composantes, notamment les composantes en termes de pH dans notre écosystème. Parce qu'un bon fonctionnement nécessite des conditions environnementales adaptées. D'un point de vue fermentaire, tout se passe normalement. Qu'on mette de la luzerne ou qu'on mette ce qui est classiquement utilisé comme matière première de substitution aux céréales dans les aliments aujourd'hui, c'est les sons, son de blé, son d'avoine, on observe une activité fermentaire à peu près équivalente. Par contre, ce qui est extrêmement important, c'est ce que je vous ai mis à l'écran ici, c'est que quand on substitue une part des céréales par du son, on observe la même activité fermentaire. Oui, mais attention, la chute du pH est beaucoup plus rapide et marquée que quand on met des luzernes à la place des céréales. Et donc, que ce soit dans l'écosystème gastrique ou dans l'écosystème fécal, on a observé dans les deux cas que le fonctionnement était normal avec la luzerne dans nos écosystèmes, mais qu'en plus, ça permettait de maintenir des conditions environnementales, des conditions de pH bien plus adaptées à une bonne santé de notre écosystème. Donc, en conclusion, on a dit, quelle que soit la luzerne, on n'a pas eu trop de différence en termes de prévention des acidoses. Donc, les trois ont donné des résultats positifs, avec une bonne capacité à limiter l'acidité digestive. Et donc, on a décidé de prendre, pour les travaux in vivo à suivre, la plus communément trouvée et utilisée sur le terrain, la luzerne 17. Ont été présentés en congrès international aux États-Unis, à l'Equine Science Society Symposium. Donc ça permet comme ça de présenter à la communauté internationale l'intérêt de la luzerne pour la santé, l'alimentation et la santé digestive chez le cheval. Et puis ça fera l'objet d'une publication dans un journal scientifique qui s'appelle Animal Feed Science and Technology, et la publication est en cours de rédaction, elle devrait sortir très prochainement. Étape suivante, on a vérifié in vitro l'intérêt de ces luzernes, on en a sélectionné une, et on a voulu regarder si, même chose qu'in vitro, quand on remplace une fraction des céréales de la ration par soit de la luzerne, soit ce qui est classiquement utilisé pour faire baisser les taux d'amidon dans les rations, c'est-à-dire du son de blé le plus généralement, on obtenait les mêmes résultats sur la santé. Et donc, ça a été un très gros essai, conduit à cheval sur 2019 et sur 2020, avec un schéma expérimental, on appelle ça en carré latin, donc sur 10 chevaux, c'est-à-dire que chaque cheval passait par chacun des traitements, un traitement contrôle avec du foin et de l'orge, et puis après derrière les différentes déclinaisons ont remplacé par un petit peu de luzerne, beaucoup de luzerne, une part de l'orge, ou un petit peu de son, ou beaucoup de son. Et on a suivi différents paramètres, des paramètres au niveau gastrique, des paramètres au niveau intestinal. Pour faire ça, on a été obligé de se placer en conditions contrôlées, donc dans une écurie qui est dédiée à la recherche, dans l'écurie de Lab2Field. Et on est allé donc prélever du jus au niveau gastrique, ça se fait par intubation, et on est allé prélever des fesses pour aller étudier ce qui se passait en reflet de notre écosystème intestinal. Pour ne pas souiller, on est obligé de les prélever comme ça de manière stérile dans l'ampoule rectale chez les chevaux. Parmi les nombreux paramètres qui étaient monitorés, ce qui nous intéressait, que ce soit dans l'écosystème gastrique ou dans l'écosystème fécal, c'était de regarder qui sont les micro-organismes présents, quelle est l'activité de ces micro-organismes, qu'est-ce qu'ils consomment, qu'est-ce qu'ils produisent, et puis comment est-ce que la modification de l'écosystème due à l'alimentation interagit avec l'autre. L'hôte, en gros, est-ce que c'est plutôt bénéfique ou néfaste pour la santé, non plus de l'écosystème, mais cette fois-ci de l'individu.
d'où les marqueurs de l'inflammation que vous voyez ici. J'ai pris juste 2 petits résultats pour illustrer ce très gros essai. Au niveau gastrique, on a retrouvé la même chose que ce qu'on avait vu initialement in vitro, c'est-à-dire que la luzerne, a fortiori les hautes doses de luzerne, permettaient de limiter l'acidification du contenu et d'avoir au niveau de notre écosystème gastrique un très fort effet antiacide qui perdurait. On appelle ça le pouvoir tampon, c'est-à-dire que même avec les sécrétions acides continues dans l'estomac, on observait un maintien de notre pH dans le milieu. Donc c'est intéressant pour la prévention derrière des maladies gastriques. On en parlera juste après. Et puis au niveau fécal, ça on ne l'a pas retrouvé. Et c'est normal, on a 48 heures de transit, puis de très nombreux mécanismes entre les deux. Par contre, au niveau intestinal, quand on remonte un petit peu, ce qui a été observé, c'est que quand on mettait de la douleur, on avait moins de perturbations de notre écosystème. Et qui dit moins de perturbations de l'écosystème dit moins de signaux pro-inflammatoires. Et ça se traduit basiquement, j'ai mis cette petite diapositive-là, par une douleur moins marquée, une douleur à la palpation moins marquée. C'est-à-dire que les chevaux qui recevaient des grandes quantités de luzerne, au niveau intestinal, présentaient probablement une moins grande inflammation, ce qui est important et pour leur santé et pour leur bien-être, et puis on en parlera un peu après, et pour leur performance sportive si on a envie de les faire travailler. Donc, en conclusion, sur cet essai conduit sur 2019-2020, on a validé la capacité de la luzerne comme in vitro à limiter l'acidité gastrique in vivo, très important pour prévenir les problèmes. Et puis en plus de ça, on a plusieurs faisceaux de signaux qui laissent à penser que ça permet de préserver la santé de notre écosystème intestinal et puis derrière même carrément de notre santé intestinale. Donc important et pour sa santé et pour son... Ça a ouvert quelques questions derrière et on verra qu'on est derrière à aller tester ça sur le terrain pour valider les intérêts bénéfiques pour la santé. Ces travaux vont être présentés donc, en congrès et publiés. Pour la partie gastrique, effet de l'alimentation sur l'écosystème gastrique, sur la robustesse ou la santé de notre écosystème gastrique, c'est en cours de préparation et ça sera publié dans un journal qui s'appelle Animals pour présenter en quoi la luzerne peut permettre de prévenir les déséquilibres de notre écosystème gastrique. Et puis pour la partie intestinale, ça sera présenté en congrès, dans un congrès qui s'appelle Gut Microbiology Symposium, qui a lieu tous les 3 ans et qui est centré sur la santé, notamment de notre écosystème intestinal. Donc, fort de ces premiers résultats, on a regardé comment faire pour creuser et aller mesurer encore plus loin les effets de la luzerne, cette fois-ci sur la santé directement ou sur la performance sportive. Sur la santé, c'est donc un programme qui a été conduit avec la COP agricole des Yalis Lab to Field dans le cadre d'une réponse à un appel à projet pour France Agrimaire. Dans le cadre de la santé, je vais vous présenter un focus sur l'intérêt de la luzerne sur les ulcères gastriques chez le cheval. C'est une maladie qui est très prégnante dans les populations, et notamment dans les populations de chevaux qui travaillent. On l'a identifié parce que, comme je vous l'ai montré avant, la luzerne a un fort effet antiacide. Or, les ulcères gastriques ont pour origine une acidification massive du contenu dans l'estomac qui endommage la muqueuse non protégée dans l'estomac. Alors pour faire ça, on est allé chercher des chevaux dans des situations très endommagées, on va dire dans les situations les pires pour eux. On a pris des chevaux en centre d'entraînement qui s'entraînent à fond pour des courses de trot, qui sont nourris avec des grandes quantités de concentré. Donc en gros, ils cochent toutes les cases pour présenter des forts taux d'ulcère gastrique. Et puis, sur 80 chevaux qu'on a suivis pendant 6 semaines, la moitié a gardé son régime d'origine, l'autre moitié est passée sur un régime où la moitié des concentrés, historiquement distribués, ont été remplacés par des granulés de luzerne. Et on a regardé ce qui se passait. Oui. On voit plus ta présentation. On te voit toi, mais pas la présentation. Elle est en petite. Ouais. Peut-être tu peux départager et repartager. Ouais. Excusez-moi. Merci. Désolé. Est-ce que ça passe? Ouais, c'est bon là. Ça revient. Alors, donc, je vous disais qu'on a suivi les chevaux pendant 6 semaines, soit sur le régime contrôle, donc ils ont gardé leur même régime alimentaire tout en s'entraînant toujours pareil,
soit sur le régime luzerne. Et donc, on a fait des observations de la santé de l'estomac, des gastroscopies, régulièrement pendant ces 6 semaines. Ce qu'on a fait, donc, c'est un travail assez énorme. On a fait à peu près 250 gastroscopies, donc dans 4 centres d'entraînement. On était en multicentrique sur 80 chevaux. Et en parallèle, on a suivi la santé intestinale, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard, l'année prochaine. Sur ces chevaux, sur 80 chevaux qui ont été endoscopés à J0, tous ont été inclus dans l'essai et tous ont été conservés, ce qui en soi est pas mal parce que généralement on perd une part assez conséquente des individus qui sortent des essais puisqu'ils ne répondent plus à toutes les conditions pendant les travaux. Sur ces 80 chevaux donc, qui ont fait tout l'essai, 49 avaient un examen normal, même si en gros certains avaient des petits ulcères, mais on les a classés dans les ulcères non à traiter. L'équipe vétérinaire avec qui on a fait cet essai les mettait dans la partie muqueuse peu endommagée. Et par contre, sur 31 des 80 chevaux, on avait des ulcères graves qui nécessitaient traitement, qui auraient nécessité traitement. Donc, en gros, à peu près 40% de la population était dans ces ranges de sévérité. Quand on regarde ces différentes populations, sur ceux qui avaient l'examen normal à J0, moitié était dans le low contrôle, moitié dans le low luzerne. Et donc, on peut se poser la question de est-ce que la luzerne permet de limiter l'incidence des ulcères chez les chevaux au travail? Quand on regarde les proportions de chevaux à la fin, au bout des 6 semaines, avec le régime normal ou avec le régime luzerne, on observe que même s'il y a moins d'incidence, moins de chevaux qui deviennent malades avec le régime luzerne, le contraste n'est pas suffisamment fort pour être significatif statistiquement. Il aurait fallu un échantillon d'individus plus important. Et puis dans le lot, avec des ulcères forts observés dès le début, quand on regarde de la même manière comment ça évolue, cette fois-ci la question c'est est-ce que la luzerne permet de guérir des ulcères gastriques? On voit qu'effectivement il y a un contraste également. Plus d'individus s'améliorent avec la luzerne qu'avec le contrôle. Maintenant, avec l'échantillon initial, ça ne ressort pas statistiquement. Il aurait fallu également un lot d'individus un petit peu plus important. Mais on va, malgré tout, dans le bon sens. Donc, en conclusion de cet essai sur la luzerne et les ulcères gastriques de la muqueuse squameuse, les entraîneurs nous ont dit qu'on a maintenu notre performance sportive et tous les chevaux ont accepté la luzerne. Pour l'anecdote, ils continuent, pour les entraîneurs qui en avaient, à la distribuer aujourd'hui. Ils ont été convaincus. Concernant l'effet curatif sur les ulcères de la muqueuse squameuse, ça sera à confirmer. C'est l'hypothèse qu'on avait faite initialement. Ça permettrait de réduire ces ulcères-là, notamment en lien avec ce qu'on avait observé concernant l'effet tampon. Maintenant, l'effet sur ces chevaux qui étaient dans des conditions assez dangereuses pour leur écosystème gastrique n'a pas été suffisamment marqué pour que ça ressorte statistiquement sur une trentaine d'individus qui avaient des ulcères graves au départ. Ces travaux vont être présentés très prochainement, dans quelques semaines, à un congrès international aux États-Unis, et ça permettra comme ça, malgré tout, de mettre en avant l'intérêt potentiel à creuser de la luzerne sur cette santé gastrique. Et puis, je ne vous en ai pas parlé ici, mais dans la muqueuse de l'estomac, on a dans l'estomac, on a deux muqueuses, une muqueuse qu'on appelle squameuse, non protégée, dont je viens de vous parler, et puis une muqueuse glandulaire, qui présente également des ulcères qu'on ne sait pas très bien traiter aujourd'hui. Et pour information, je n'ai pas présenté les résultats parce qu'ils ne sont pas encore publiés, mais on a observé un effet très fort de la luzerne sur la diminution, la guérison de ces ulcères-là chez le cheval. Donc ça sera extrêmement intéressant et je vous en parlerai dans une prochaine journée technique et ça sera publié dans un journal vétérinaire prochainement. Deuxième point qui nous intéressait, c'est que remplacer les céréales par de la luzerne, c'est bien pour la santé, on commence à avoir un faisceau de preuves assez important. Maintenant, il ne faut pas que ce soit délétère pour la performance, voire il faudrait que ce soit bénéfique pour la performance sportive. Et donc, on a mis en place en parallèle un deuxième essai en conditions contrôlées sur nos chevaux dans l'écurie expérimentale pour aller vérifier comment évoluer la performance et le métabolisme des chevaux en période d'entraînement ou en période d'inactivité avec des régimes soit classiques, soit riches en luzerne. Et donc, on a fait des tests d'effort pour suivre ces chevaux et on a suivi une batterie de paramètres assez importante.
pendant une période d'entraînement, entraînement intense, pour mimer ce qui se passe sur le terrain quand les chevaux sont très fortement entraînés. On appelle ça conditionné. Et puis on a fait des tests d'effort régulièrement avec toute une batterie de tests à la fin. Puis après, derrière, après une période de désentraînement pour mimer ce qui se passe quand les chevaux sont soit blessés, soit mis à l'arrêt. En termes de mise en place, je vous ai dit, on l'a fait chez nous, dans l'écurie que je vous ai montré juste avant. Sur piste, tous les jours, les chevaux étaient travaillés par des jockeys professionnels sur piste avec un programme d'entraînement très spécifique. C'est comme une piste d'athlétisme, sauf qu'elle fait 1 km de long. On monitorait de très nombreux paramètres, des paramètres cinématiques, la vitesse, l'accélération, l'amplitude, la fréquence de foulée, des paramètres cardiaques, des paramètres respiratoires, des paramètres liés à la masse musculaire, des paramètres liés au métabolisme, etc. Et donc, ça nous permet comme ça d'avoir une vision complète de l'effet de la modification du régime alimentaire sur l'évolution de la performance et des composantes de la performance pendant l'entraînement. Juste 2 petites illustrations sur ce qu'on a observé pendant la phase d'entraînement. On a effectivement une augmentation très importante des compétences, de la vitesse maximale, je ne l'ai pas présenté ici, mais de la force maximale développée, de la puissance maximale développée, et qu'on mette la luzerne ou qu'on mette le régime contrôle, pas de différence statistique entre les 2 traitements. C'est-à-dire qu'on peut améliorer la santé digestive très largement en distribuant de la luzerne dans les rations, sans pour autant altérer la performance, voire même en l'améliorant sur certains des paramètres, notamment les paramètres métaboliques qu'on est en train de traiter actuellement. Et donc, ça ouvre des perspectives extrêmement intéressantes pour utiliser la luzerne chez des chevaux au travail, voire au travail très intense. Donc on a validé que mettre de la luzerne en remplacement d'une part importante, on était sur 3/4 à peu près des céréales, permettait de maintenir la performance sportive, voire même de l'améliorer concernant certaines composantes, certaines qualités physiques. Ces travaux, de la même manière, vont être présentés en congrès international dans quelques semaines et ce sera publié dans le Journal of Equine Vet Science. Et on est en train de préparer une communication pour toute la partie métabolisme, probablement dans un journal qui s'appelle Comparative Exercise Physiology. Mais c'est possible, en fonction de l'entrée qu'on sélectionnera, qu'on aille soit dans un autre journal du style Animal, soit dans un journal plutôt vétérinaire. Pour l'instant, on n'est pas arrêté sur le journal final. Vous voyez que ça fait beaucoup de publications sur ces différents travaux, et ça ouvre derrière quelques perspectives. Déjà, sur les 3 dernières années, je vous ai fait le récap des connaissances nouvelles. On a la luzerne qui, aujourd'hui, c'est clair, n'est pas un problème. Au contraire, on a validé l'innocuité même à très très haute dose de luzerne qui était très riche en protéines pour le cheval. Donc, ce n'est pas un souci d'en distribuer des grandes quantités. Premier point qu'il fallait déconstruire. Ça a une très forte appétence. C'est très bien ingéré par les chevaux. C'est très apprécié. Pour l'anecdote, à ce congrès, à l'Equine Science Society Symposium, on a également testé l'aversion de certaines molécules très amères et on a observé que quand on les mettait avec de la luzerne, ça limitait la réfraction des chevaux à le consommer. Et puis après, derrière, en termes d'efficacité, on a validé que ça permettait de maintenir la performance, voire même de l'améliorer dans certains cas. Donc là, encore un petit point d'interrogation sur certaines composantes, que ça permettait de préserver la robustesse de notre écosystème gastro-intestinal, et puis dans certains cas même que ça permettait de préserver, voire de guérir certaines maladies. Donc on a de premières réponses d'un point de vue effet bénéfique, et puis ça amène des questions nouvelles, des questions nouvelles en termes de, maintenant qu'on connaît un petit peu mieux le produit, sous quelle forme est-ce qu'il serait le plus efficace? Est-ce que l'amener sous forme de brin permettrait encore de décupler les effets bénéfiques, par exemple? En termes de population, on travaille sur le cheval, soit adulte sain, soit athlète, mais dans des situations qui sont encore plus sensibles, encore plus dangereuses, chez le poulain ou bien chez le vieux cheval, est-ce que les effets ne sont pas encore plus marqués? Et puis, qui dit effet, dit maintenant, si on change de population, il faudra peut-être regarder des effets complémentaires. Les jeunes qui reçoivent des céréales présentent développent plus d'ostéochondrose. Ça veut dire aller regarder des paramètres qui sont des paramètres nouveaux. Chez le vieux, si on en met, ce sera intéressant pour limiter la fente musculaire et donc le bien vieillir, etc. Donc, beaucoup de réponses nouvelles, puis ça amène derrière des perspectives et des questions nouvelles. Bien, je vous remercie, puis je suis à votre écoute pour toute question.
Bien, merci Samy. Merci pour cette présentation très complète. J'ai deux questions là qui arrivent. J'ai une question sur les niveaux de taux de protéines sur la luzerne. Donc là, on a vu que c'était plutôt des taux autour de 17, 18, hein, c'est ça? Et donc, avec une luzerne à 15 de protéines, est-ce qu'on aurait les mêmes résultats, enfin les mêmes résultats sur l'essai? Alors, dans les travaux préliminaires qui ont été faits en 2019, on avait justement comparé des luzernes avec des ranges de taux protéiques très variables. Ça allait à peu près de 15, un petit peu moins, jusqu'à 25 de protéines. Et donc, on avait fait ces travaux pour regarder, pour screener en fait les différents produits disponibles et regarder si les effets in vitro sur les écosystèmes gastriques ou intestinaux seraient les mêmes. Et effectivement, on avait observé une prévention des acidoses, soit dans l'écosystème gastrique, soit dans l'écosystème intestinal analogue, qu'on ait des luzernes à 15 ou à 25% de protéines. Donc, concernant la prévention des déséquilibres digestifs, il est très probable que in vivo, si on utilisait des luzernes à 15 de protéines, ça donne les mêmes effets au regard de cette prévention des maladies digestives notamment. Ça peut être intéressant également, puisque quand on en met des quantités assez importantes, quand on met 3, 4, 5 kg de luzerne par jour à des chevaux, on outrepasse les besoins protéiques. Et donc, ça veut dire que tout ce qu'on met en excès sera gaspillé. Et donc, passer sur des quantités un petit peu plus basses serait intéressant pour le côté adéquation avec les besoins et probablement intéressant malgré tout pour le côté prévention de la santé digestive. Très bien, merci. J'ai une autre question là, qui arrive. Concernant tu pourrais éclaircir concernant le congrès que tu mentionnais tout à l'heure, l'ESS, Equine Science Society, aux Exactement. Ouais. États-Unis, un peu quel est l'objet de ce congrès? Alors, dans le monde, dans cette filière-là, il y a deux grands congrès internationaux. Un congrès en Europe, qui a été créé d'ailleurs à Dijon par notre équipe il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle le European Workshop on Equine Nutrition, et on a à peu près 200 personnes, scientifiques et industrielles, tous les 2 ans qui se réunissent dans un pays européen, donc porté par une équipe scientifique différente. Et en alternance, les années impaires, on a le congrès qui s'appelle le Equine Science Society Symposium, qui est la grand-messe mondiale de la recherche équine. Et donc, dans ce congrès-là, on va avoir des chercheurs, des étudiants, des industriels du monde entier qui viennent présenter des travaux nouveaux pour le cheval. Des travaux en nutrition, mais également sur l'entraînement et la performance, mais également sur la conduite, mais également sur d'autres paramètres. Et donc, c'est assez intéressant d'aller présenter des travaux là-bas, puisque ça permet de toucher le monde entier et dans le congrès qui fait référence. Donc, malheureusement, une part des travaux que je vous ai présentés ici, qui seront présentés à l'ESS, devaient l'être en 2020 en Europe, à l'EWEN, et puis par la force des choses, le congrès a été annulé. Il a été repoussé d'une édition, et donc ça sera le prochain, sera en 2022, en Angleterre. Mais on ne voulait pas attendre pour présenter ça. Donc on a pris le parti d'aller présenter les résultats Luzerne dans ce congrès international. Très bien. Merci, merci Samy. Je n'ai pas d'autres questions à ce stade-là. En tout cas, merci pour cette présentation très complète sur le sujet, le volet cheval. Et on vous informera des prochains résultats dans quelques mois. Avec Voilà. plaisir. Ouais. Merci. Merci. Donc là, on va repasser Samuel Mignon, le directeur de la coopérative Daisy West, qui va nous présenter les résultats de l'essai vaches laitières, sur les performances des vaches laitières en bio hiver. Voilà, donc je laisse la parole à Samuel. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je vais donc, comme l'a dit Baptiste, vous présenter les résultats d'un essai d'apport de luzerne déshydratée sur des rations hivernales en vaches laitières en agriculture biologique. Donc, attendez, il y a des petits pointeurs, voilà. Donc pourquoi a-t-on réalisé cette étude avec la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne
on constate que nous avons un fort développement de la production de lait biologique depuis 5 ans. Il y a une multiplication des conversions pour produire de plus en plus de lait en agriculture biologique. Et on constate que selon les élevages, et surtout les stratégies des éleveurs, certains vont rechercher de l'autonomie fourragère coûte que coûte, quitte à sous-alimenter les animaux ou avoir des rations déséquilibrées. D'autres, en liaison avec les cahiers des charges de leur laiterie, vont plutôt rechercher une alimentation d'origine 100% française, également pour l'achat des complémentaires que l'on a besoin pour l'équilibre des rations. Et enfin, une troisième catégorie qui va rechercher la performance animale et également la performance économique du système. Donc, hop là, ça ne défile pas. Si, c'est bon, c'est parti. Donc, la problématique, pour essayer de répondre à ces 3 questions, on a essayé de travailler, voir l'intérêt de l'apport de luzerne déshydratée sur des rations à base 1 tiers d'ensilage de maïs, 2 tiers d'ensilage d'herbe précoce. Et on a travaillé avec la Chambre d'agriculture sur la station expérimentale de Trévarez pour mesurer l'intérêt de rééquilibrer les rations en énergie et azote sur les rations hivernales et aller dans un deuxième temps voir l'intérêt économique que l'on avait pour aller sur ce type de ration. Donc, pour ce faire, nous avons conduit un essai pendant 3 mois sur l'hiver 2018-2019, donc à Trévarez, au centre Finistère, avec 2 lots de 20 vaches sur un troupeau bio. Donc, comment s'est déroulé l'essai? Nous avons eu 3 périodes. Une première période que l'on appelle la pré-expérimentation qui a duré 2 semaines, de manière à mettre les animaux en lot. Une période d'expérimentation qui a duré 9 semaines, du 12 décembre au 12 février. Et enfin, une période post-expérimentale qui a duré 2 semaines pour mesurer l'intérêt, l'effet de cette période d'expérimentation sur la phase post-expérimentale. Donc, en quoi a consisté l'essai? Nous avons comparé l'alimentation témoin et expérimentale avec un apport de 5 kg d'ensilage de maïs. En complément, nous avions de l'ensilage d'herbe de qualité précoce et un apport ou pas d'apport de luzerne. Donc nous avons apporté 3 kg supplémentaires dans la ration pour les vaches qui étaient dans le lot essai. Nous avions également en complément un mélange céréalier produit sur la ferme expérimentale de Trévarez à raison de 900 grammes par vache et par jour qui était distribué sur le robot de traite pour faire venir les animaux au robot et également compléter l'alimentation des vaches. En termes de valeur nutritive, donc pour pouvoir analyser les résultats, on a besoin de connaître qu'est-ce qu'on a distribué exactement en termes de qualité alimentaire et d'éléments nutritifs. Donc on s'aperçoit que l'ensilage d'herbe de qualité récolte précoce était de qualité moyenne puisque nous sommes seulement sur un niveau de 12,8% de matière azotée totale. L'ensilage de maïs, si l'on regarde, nous sommes à 0,88 UFL pour 38 PDIN et 61 PDIE. Donc ça représente un maïs, on va dire, moyen que l'on peut avoir en Bretagne. La luzerne, donc l'objectif était de distribuer de la luzerne sur une valeur azotée à 18%. Donc vous constatez, les analyses qui ont été réalisées sur le lot livré étaient à 18,3%. Et enfin, la partie métail, donc qui était le complément grain qui était distribué au robot, donc avec une valeur azotée également qui n'est pas très élevée, puisqu'elle est à 11,2% de matière azotée, et plutôt riche en énergie, avec un niveau à 1,09. Donc, qu'est-ce que l'on a constaté? Le premier constat, c'est que l'apport de 3 kg de luzerne par vache et par jour s'est traduit par une augmentation de l'ingestion des animaux. Nous n'avons pas constaté de substitution fourrage et on constate que les animaux en phase pré-expérimentale du lot essai étaient à 18,7 kg et du lot témoin était à 18,2 kg, donc un niveau proche en termes d'ingestion. Pendant la phase expérimentale, le lot témoin a chuté à 15,8 kg d'ingestion par vache et par jour, alors que le lot expérimental est monté à 19,2 kg. Et en phase post-expérimentale, on constate que le niveau d'ingestion des vaches témoins on continue à baisser avec un niveau à 14,4 kg d'ingestion, alors que dans le lot qui était dans l'expérimentation, l'ingestion a également diminué, mais dans une proportion moindre. Donc,
les résultats suivants, si on s'intéresse aux apports nutritifs distribués aux animaux. Donc le lot témoin a ingéré en moyenne 15,9 kg, quand le lot expérimental a ingéré 19,1 kg de matière sèche. Donc ça se traduit automatiquement par une quantité d'énergie, qui est traduite par les UFL, une quantité ingérée supérieure pour le lot expérimental, et un meilleur équilibre au niveau des PDIE et PDIN, puisqu'on est à 69 pour les PDIE et PDIN, et un meilleur rapport PDIN sur UFL, puisqu'on a un niveau à 87. Donc l'objectif étant de trouver des niveaux supérieurs à 90, voire un peu plus par rapport aux objectifs de production des vaches laitières. Donc ce qu'on constate, c'est que les apports nutritifs qui ont été permis par la luzerne déshydratée ont permis d'améliorer l'équilibre énergie-azote de la ration, et cependant avec une légère diminution de la concentration énergétique, mais largement compensée par l'augmentation de l'ingestion. Donc, comment ça s'est traduit sur la production laitière? On constate que en phase pré-expérimentale, les deux lots, donc le lot essai en rouge et le lot témoin en bleu, étaient sur un niveau de production équivalent. Pendant la phase expérimentale, le lot témoin a continué à avoir une baisse de la production au fur et à mesure de l'avancée dans l'hiver, sur la ration hivernale, avec une chute également en phase post-expérimentale. Alors que l'essai, le lot qui a reçu les 3 kg de luzerne, on a eu une légère augmentation de la production laitière et un delta qui s'est maintenu pendant toute la durée de l'essai, y compris dans la phase post-expérimentale où les animaux ont continué à produire un peu plus de lait avec un niveau de plus 1,3 kg par vache et par jour. Si on s'intéresse à la composition du lait, donc le TB et le TP, on s'aperçoit que sur le TB, donc le graphique ici à gauche, entre le lot expérimental et le lot essai, nous avons peu d'effet du changement de régime. Alors que sur la partie TP, taux protéique, on s'aperçoit que le lot qui a reçu la luzerne déshydratée a un niveau de protéines plus élevé dans la composition du lait. Donc ces résultats corroborent les essais qui avaient été faits il y a quelques années par l'INRA, sous les travaux de Jean-Louis Perrault, qui montraient que l'apport de luzerne déshydratée permettait de maintenir, voire diminuer le TB et augmenter le taux protéique. Malheureusement, dans cet essai mené à Trévarez, donc probablement lié à le faible effectif et la durée de l'essai, ce delta n'est pas significatif. Le troisième élément que l'on a regardé, on a essayé de s'intéresser à la santé des animaux. Sur un essai comme celui-là qui est assez basique, on ne peut pas entrer dans les détails et quand on parle de santé animale, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Néanmoins, l'élément qui était intéressant de mesurer, c'est le poids des animaux, avec, comme vous le constatez sur ce graphique, puisque les animaux étaient pesés chaque jour ou à chaque passage au robot de traite, on s'aperçoit que les animaux qui étaient témoins, qui n'ont pas reçu la luzerne, ont connu une perte de poids assez importante sur la période hivernale, puisqu'on est passé de 585 kg en moyenne à 520 kg 3 mois plus tard. Alors que les animaux qui ont reçu la luzerne déshydratée, donc dès lors qu'ils ont eu le régime supplémenté avec 3 kg de luzerne, ont connu un palier, voire une reprise de poids, puisqu'on est descendu à 560 kg pour remonter à 570 kg, et le poids donc qui a également une perte de poids suite à la phase post-expérimentale, puisqu'il n'y a plus de complément. Néanmoins, il est important de noter que entre les animaux témoins et les animaux du lot essai, nous avons pratiquement 30 kg de poids vif différents entre les deux lots, seulement avec l'apport de 3 kg de luzerne supplémentaire. Donc, si on résume sur la partie expérimentale, on constate que l'apport de luzerne a permis plus de lait en phase expérimentale et post-expérimentale, une tendance à maintenir, voire augmenter le TP, et également une meilleure tenue du poids des animaux. Donc la deuxième partie de l'essai visait à voir l'intérêt économique de cette supplémentation. Donc pour ce faire, les résultats de la période expérimentale a été évalués dans les conditions de la ferme expérimentale de Trévarez, avec les coûts de matières premières de la ferme, et en tenant compte uniquement des éléments significativement différents, c'est-à-dire le gain de production laitière. Donc les données économiques
utilisé pour le coût des aliments, on constate que sur Trévarez, le coût de l'ensilage de maïs est estimé à 48 € la tonne de matière sèche, donc qui est un coût relativement faible. Le coût de l'ensilage d'herbes précoces également à 69 €, donc on va dire un coût très compétitif de la production sur l'exploitation. Le mélange céréalier à 275 € par tonne. Le coût des concentrés achetés, c'est-à-dire la luzerne déshydratée, donc arrivée dans le centre Finistère, était à 304 € sur l'hiver 2018-2019. Et en parallèle, il convient de voir les critères de paiement du lait, donc avec un prix de base du lait à 483 €, la plus-value pour les points de TP supplémentaires de 6,60 € et la plus-value pour les points de TB supplémentaires de 2,60 €. Donc avec ces éléments-là, ça nous permet de calculer la marge sur coût alimentaire. Donc l'effet de l'apport de la luzerne a permis d'améliorer le chiffre d'affaires de 90 centimes par vache et par jour pendant la période expérimentale, mais également a permis également d'améliorer la marge, le chiffre d'affaires de 70 centimes par vache et par jour sur la période post-expérimentale. En parallèle, on constate que l'apport de luzerne augmente le coût alimentaire de l'ordre de 1 € par vache et par jour. Et en arrière-effet, nous avons cette augmentation qui est réduite à 10 centimes, qui est liée uniquement au fait que les animaux ont continué à ingérer un peu plus de matière sèche, et donc on a un coût fourrager un peu plus élevé. Donc ce qui se traduit par, pendant la période expérimentale, une marge sur coût alimentaire qui est légèrement dégradée, mais qui est largement compensée par l'arrière-effet, puisqu'on gagne 60 centimes au final, par vache et par jour sur la période post-expérimentale. Donc ça va donc se traduire par une marge sur coût alimentaire retraduite sur un troupeau de 75 vaches laitières pendant 3 mois, donc avec un gain de 606 € en phase post-expérimentale et une dégradation de 340 € pendant les 3 mois de l'expérimentation. Donc au final, on a un bilan positif d'un point de vue économique dans ce contexte. Donc pour aller plus loin, nous sommes intéressés à faire une matrice de gains, de manière à voir à partir de quel moment il est intéressant économiquement de compléter l'alimentation avec de la luzerne déshydratée en fonction du prix du lait et du prix de la luzerne. Donc si nous prenons un exemple, si le lait est rémunéré sur une base de 500 € la tonne, ou les millilitres de lait, avec un prix de luzerne déshydratée à 280 €, pardon, on arrive à un gain sur le troupeau de l'ordre de 342 €. Donc si demain le prix du litre de lait bio est payé sur une base de 550, on conserve un niveau de rémunération de prix de la luzerne à 280 €. Nous avons un gain sur une exploitation laitière de 75 laitières de l'ordre de presque 1 000 €, soit 960 € dans le cas de figure étudié. Donc de manière générale, ce qui ressort de l'étude, c'est que le prix de la luzerne dans un système d'achat ne doit pas dépasser 60% du prix de base du lait pour que ce soit intéressant sur le plan économique. Encore une fois, en s'attachant uniquement aux gains de la production laitière, c'est-à-dire aux éléments qui étaient significativement différents dans notre essai. Nous sommes également intéressés à voir l'intérêt économique de l'apport de luzerne dans une situation où le producteur produit sa luzerne directement sur son exploitation. Donc la contrainte est bien entendu d'être sur une exploitation qui est à proximité d'un outil de séchage, de déshydratation. Donc, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats dans un système comme celui-ci? On va avoir des charges supplémentaires comme liées à la culture de luzerne, donc soit 254 € dans le cas de figure d'un troupeau de 75 laitières, une prestation de déshydratation qui intègre le séchage, la récolte et le retour du produit rendu ferme pour que ce soit prêt à l'emploi pour l'agriculteur. On a un gain qui va se produire au niveau des primes des aides à la déshydratation. On va avoir les primes au maintien des prairies temporaires à base de légumineuses pour 286 €. On va avoir une marge en moins par le remplacement d'un mélange céréalier destiné à la vente par de la luzerne, donc une diminution de la marge de 1 439 €. On a également la perte de l'aide liée au maintien de l'agriculture biologique en culture annuelle, ce qui fait au final sur l'impact sur l'assolement de l'exploitation, on va avoir une diminution
de la marge culture de l'ordre de 4 358 €. En revanche, si nous considérons la marge sur coût alimentaire de plus 90 centimes par vache et par jour, pour un troupeau de 75 vaches pendant 3 mois, nous allons avoir un gain de 6 300 € de gain sur la production laitière, ce qui fait au final pour une exploitation laitière type, un gain, une amélioration du résultat de l'ordre de presque 2 000 € sur exploitation. Donc ce qui n'est pas neutre pour une exploitation, on va dire, de cette dimension. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'incorporation de 3 kg de luzerne déshydratée dans une ration à base 1 tiers ensilage de maïs et 2 tiers d'ensilage d'herbe ont permis une meilleure concentration en azote de la ration et donc un meilleur équilibre énergie-azote. Ça s'est traduit par une amélioration de l'ingestion des animaux. Donc, ils ont ingéré en moyenne 2,9 kg de plus de la ration quotidienne. Et ça s'est traduit, cette ration a été transformée en 1,9 kg de lait de plus par vache et par jour. En complément, on a aussi observé un arrière-effet avec plus d'ingestion pendant la période post-expérimentale et également un maintien de lait plus important sur la période post-expérimentale. Et chose qu'il faut noter également, des animaux avec moins de perte de poids, donc potentiellement en meilleure santé. Si on pose la question, est-ce que c'est rentable économiquement dans le contexte actuel? Donc lorsqu'on est dans un système achat de luzerne déshydratée, le prix de la luzerne doit rester, pour être économiquement rentable, inférieur à 60% du prix du lait, donc ce qui est le cas dans la plupart des années, si on regarde depuis 3-4 ans. Et en revanche, dans un système de production de luzerne chez soi, avec une prestation de service en déshydratation, on constate que l'incorporation de luzerne dans la ration est toujours rentable, quel que soit le prix du lait, bien entendu, sans avoir de dégradation trop importante du prix du lait. Donc, en conclusion, on s'aperçoit que la luzerne déshydratée représente une solution économiquement intéressante pour produire du lait biologique, avec, pour répondre aux questions qui étaient posées en préambule, c'est une ration qui est 100% d'origine France, et également dans les conditions où on peut faire déshydrater sa luzerne, on remplit la condition également d'un système 100% autonome. Donc la luzerne déshydratée permet, dans ce cadre-là, de répondre aux enjeux agronomiques du fait de la qualité de la culture de légumineuses intrinsèque à la luzerne, et également les enjeux environnementaux et climatiques qui se présentent à nous et qui font partie des projets de la filière d'aller plus loin sur ce volet. Donc je vous remercie pour votre attention et maintenant s'il y a des questions. Donc, merci Samuel. Nous avons une question concernant le prix de prestation. Alors j'imagine que c'est le prix de prestation de la déshydratation. 154. Donc, le prix de déshydratation qui a été pris dans la simulation, donc c'est un prix de prestation qui englobe, on va dire, les travaux de suivi culture, fauche, récolte, transport, déshydratation, retour du produit. Nous sommes sur un prix moyen à 154 € la tonne rendu exploitation, la tonne de produit brut. Alors j'ai une autre question là, concernant l'intérêt de la déshydratation d'un produit déshydraté comparé si on avait utilisé un produit enrubanné par exemple. Oui. Comment dire? C'est vrai que l'enrubanage se développe de façon assez importante. En revanche, on ne parle pas du même produit. Je verrai deux différences. Donc, la première différence, c'est que vous le voyez dans l'essai même, puisque entre un enrubanage de luzerne ou un ensilage de luzerne, pour moi, je considère que c'est deux produits très proches. La valeur d'encombrement de l'enrubanage ou de l'ensilage est nettement supérieure à celui de la luzerne déshydratée en bouchon. L'UEL, donc l'unité d'encombrement lait pour l'enrubanage, est proche de 1, voire 1,1, quand celui de la luzerne déshydratée est plutôt autour de 0,55, 0,6. Donc ça se traduit effectivement, si vous regardez l'intérêt de la luzerne déshydratée dans l'essai actuel, c'est que l'on a augmenté l'ingestion des fourrages et que les animaux ont transformé cette ingestion supplémentaire en lait.
Si vous complétez avec un enrobannage, l'animal sera tout de suite bloqué par sa capacité d'ingestion et on ne va pas améliorer, on ne va pas trouver la production laitière supplémentaire. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, je pense, est à chercher aussi de l'effet tannage de protéines que l'on va avoir sur de la luzerne déshydratée, que l'on n'a pas sur de la luzerne ensilée ou conservée sous forme acide, que ce soit ensilage ou enrobannage. Donc, il va améliorer l'équilibre et le fonctionnement de la panse avec un peu plus de PDIA. Et donc, ça permettra également, cette hypothèse, d'expliquer les résultats que l'on observe dans l'essai avec un arrière-effet où les animaux continuent à gérer un peu plus après l'essai du fait d'un meilleur fonctionnement métabolique au niveau de la panse des animaux. Donc, merci Samuel. J'ai une autre question concernant dans l'essai l'arrière-effet qui a été observé. Comment expliquer cet arrière-effet? Comment expliquer cet arrière-effet? J'ai en partie répondu sur la question précédente. Pour moi, les animaux, quand vous voyez une perte de poids aussi importante en période hivernale, ce qui est malheureusement certaines pratiques courantes chez les éleveurs qui veulent absolument rester 100% autonomes sur l'exploitation, on a des animaux qui ont, en période hivernale, qui sont sous-alimentés. Donc, la sous-alimentation, l'animal va prendre dans ses réserves au départ pour produire du lait et également assurer son entretien métabolique. Mais à partir d'un certain seuil, les animaux vont se dégrader en termes de santé et avec une dégradation du fonctionnement de la panse. Donc, qui dit dégradation du fonctionnement de la panse, les aliments qui vont être dans la panse vont se dégrader plus lentement et c'est un cercle vicieux puisqu'on va dégrader encore plus l'ingestion des animaux. Donc, si on a une période expérimentale qui a duré 2 mois, cette période a permis d'améliorer ou de maintenir un fonctionnement de rumen plus performant et qui se traduit par également une meilleure digestion et digestibilité des aliments en période post-expérimentale. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a amélioré, voilà, j'ai une autre question qui vient d'arriver. Oui. Est-ce qu'on a amélioré la reproduction chez la vache pendant l'essai? Enfin, la question de la reproduction, un essai de 2 mois ne permet pas de voir si on améliore la reproduction des animaux. Néanmoins, un animal, avant de se reproduire, a besoin de satisfaire ses besoins, c'est les bases de la zootechnie, a besoin de couvrir ses besoins pour l'entretien et également pour la production laitière et va se reproduire dans un 3e temps. Donc on peut supposer que dans la mesure où les animaux ont perdu moins de poids, les animaux devraient pouvoir se reproduire plus facilement. Donc peut-être retour intervalle vélage première IA plus court, ou bien meilleure fécondité. Mais encore une fois, c'est une supposition par rapport à l'état de santé et l'état corporel des animaux, mais l'essai n'a pas permis de valider ce résultat. Encore une fois, la reproduction, c'est un sujet qui est très très complexe et qui nécessite où on va avoir beaucoup de facteurs qui vont intervenir sur ce critère de reproduction. Ok, merci Samuel. J'ai pas d'autres questions pour le moment. J'ai pas d'autres questions, donc merci. Merci pour cette présentation. Bien, donc maintenant nous allons passer à notre dernier sujet qui concerne les marqueurs de la déshydratation. Et c'est Didier Coulmier qui va nous parler d'une étude qui a été réalisée sur les marqueurs des luzernes déshydratées. Bonjour à toutes et à tous. Bon, donc je vais vous parler de ce sujet, la marqueur de caractérisation de la luzerne déshydratée, donc qui est un sujet qu'on a mis en place depuis quelque temps, au moins une bonne année, on va dire, chez Luzerne de France Coopération Agricole. Bon, il y avait auparavant des choses qui ont été faites par le passé, enfin des interrogations. Il va faire passer mes slides. C'est parti. Voilà. Donc tout d'abord, un petit rappel là-dessus. Donc
En fait, bon, chez les Zialis en particulier, mais ça peut concerner aussi d'autres opérateurs. Donc, lorsqu'on sort de nos frontières, on est confronté à d'autres offres de produits. Et le produit référence, ça reste quand même le foin de luzerne, donc c'est chez Soleil, bien sûr. Donc, il y a quelques années, on avait été sollicité par un opérateur américain justement pour défendre la spécificité de nos produits exportés. Par rapport à des offres locales concurrentes. Donc, il avait besoin de se démarquer, de prouver que son produit était quand même différent de ce que ses clients pouvaient trouver ailleurs, par ailleurs. Et puis, on le voit aussi, nous, sur des marchés qu'on cherche à développer sur d'autres parties du monde que l'Amérique du Nord, où là, effectivement, lorsqu'on arrive avec nos produits, luzerne déshydratée, la référence étant toujours le foin, c'est toujours un petit peu compliqué de comparer directement, bon, d'autant plus que les gens, bien souvent, le côté visuel des choses, et lorsqu'on arrive avec un produit qui ne ressemble pas du tout à un brin avec des feuilles dessus, les gens se demandent ce qu'on veut leur vendre. Donc, il y a toujours une méfiance. Donc, faire reconnaître la luzerne des Is, ça a quand même son intérêt. Par ailleurs, il y a aussi quelques années, on a été aussi surpris d'une modification du catalogue européen des matières premières en alimentation animale, qui est la Bible, si je puis dire, sur ce marché. Où le mot déshydraté a tout simplement disparu. Donc, on parlait plus que de luzerne séchée. Compte tenu de l'historique qu'a la filière française et même plus largement européenne via la CIDE, une de nos craintes, c'était aussi de perdre des acquis marketing si on ne pouvait plus utiliser ce mot déshydraté. Et ce mot déshydraté, il faut bien sûr le préciser par rapport à une terminologie générique séchée. Donc, ça aussi, ça faisait partie de notre ambition. Donc, finalement, par rapport à tout ça, c'était au niveau de la filière de dire, on trouve un marqueur spécifique assez simple d'accès, notamment au niveau laboratoire, pour caractériser une luzerne déshydratée ou une luzerne autre, mais à partir d'un simple échantillon, trouver une astuce, un moyen de dire, voilà, ça c'est un produit déshydraté, ça ce n'est pas un produit déshydraté. En termes de démarche, on a procédé de la façon assez classique dans une première partie bibliographie, donc qui nous a permis d'identifier des candidats marqueurs. Donc ça, c'est la chose assez classique. Une fois que la biblio donne une information, c'est intéressant, c'est un peu théorique, hein, l'histoire de l'art, l'état de l'art, comme on dit, pas l'histoire de l'art, c'est une autre chose. Par contre, c'est quel est l'état aujourd'hui de la réalité et de nos pratiques. Donc, on a choisi de travailler par enquête, donc échantillonner des produits, soit d'un côté sur nos productions déshydratées, soit sur ce qui existe sur le terrain, sur notre concurrent, si je puis dire, les foins, donc pour voir comment ces marqueurs peuvent se positionner de côté pour ces produits. Et puis la troisième étape, assez classique, une fois qu'on a acquis l'information, la référence, c'est de communiquer, de justifier ces différences, puis au passage de rappeler les bénéfices zootechniques des luzernes déshydratés. Donc voilà un peu la démarche qu'on a entreprise. Alors tout d'abord, bibliographie, donc ça c'est fait. Les résultats, je peux vous en parler, alors je ne vais pas tout vous présenter, mais quelque chose de synthétique. Ça a été fait là sur l'année précédente, 2020. Donc, pour offrir un peu de porte ouverte, vous le connaissez tous, peu ou prou, donc la technique de DESI, c'est quand même quelque chose d'assez ancien, hein, notamment aux USA, les années 30, du siècle dernier. Bon, en Europe, ça a mis un peu de temps à arriver, une trentaine d'années pour traverser l'Atlantique, donc années 60, et on va fêter, ou on est en train de fêter des soixantenaires cette année. L'intérêt de l'adhésie, on le sait tous, on en parle tous les jours lorsqu'on fait la promotion de nos produits, c'est qu'on préserve, c'est ce qui est de mieux pour préserver la qualité des fourrages qui sont soumis. Donc, comment effectivement, en préservant les molécules les plus fragiles, donc on imagine les sucres, la déshydratation va tuer la plante très rapidement, donc on va arrêter l'agonie par respiration qui continue à consommer les sucres qui sont des substrats à la fois pour les micro-organismes, mais aussi pour les animaux que le produit est censé nourrir. Donc on va avoir une préservation de ces molécules a priori, donc par rapport à un foin, quelque chose de plus élevé. Et puis à l'inverse, les fibres qui sont un matériau complètement inerte, enfin des composés complètement inertes. Donc du fait de la non-dilution, du fait de la disparition des sucres et d'autres molécules sensibles comme les vitamines, cette teneur-là devrait en théorie augmenter. Alors je dis en théorie parce qu'en fait, lorsqu'on a regardé les éléments donc, en bibliographie, donc, on a interrogé une banque de données en France, il y a quelque chose qui existe qui s'appelle la banque de données de l'AFZ, pour l'Association française de zootechnie,
bon, qui compile grosso modo toutes les analyses de matières premières faites en France et en Navarre, voire même un peu au-delà. Donc, dans cette base de données, il existe, en juillet 2020, il y avait environ 16 000 luzernes déshydratées et 1500 foins. Vous voyez déjà un déséquilibre de population. On analyse beaucoup plus facilement des luzernes désy que des foins. Donc, sur le graphique ici, vous avez un certain nombre de critères qui sont listés là à droite, matière azotée totale, les celluloses, matière grasse, etc., les différents éléments de composition, avec les deux types de produits, les foins et les désy. Et si on regarde les critères qui nous intéressent, tout à l'heure on a parlé des sucres, en théorie les sucres devraient être plus élevés pour la partie désy, donc c'est le côté marron, mais on s'aperçoit qu'en fait, quand on regarde les chiffres, la base de données, il n'y a pas vraiment une grosse différence, on a même un effet plutôt inverse, la désy est plutôt moins riche en sucre. Et à l'inverse, pour les teneurs en fibres, donc on peut prendre le critère cellulose brute, CB ici en orange, ou les critères Van Soest, NDF, ADF en bleu et en vert, mais on s'aperçoit que entre les deux types de produits, on n'a pas vraiment d'écart, sachant que le point central, c'est la moyenne, on a le plus gros, la population des points, puis là, on a les extrémas. Donc en fait, c'est un peu des courbes de Gauss vues d'au-dessus. Donc sur ces niveaux-là, on ne peut pas faire de différence statistique. Donc ces critères de composition sont pas forcément, enfin les critères de composition classiques ne sont pas forcément les meilleurs candidats. Donc on passe à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre comme autre critère? Des critères plus nutritionnels, plus zootechniques, puisqu'on sait très bien, et Samuel l'a rappelé, que la désy, c'est aussi une technique qui nous permet de protéger les protéines du rumen, les fameuses protéines bypass. Donc, bon, c'est des choses qui sont quand même connues depuis un petit bout de temps, même avant 1993, même si j'ai cité cette référence-là, mais c'était déjà documenté avant. Et donc, lorsqu'on reprend la même base de données et qu'on élargit un petit peu les critères et qu'on va regarder les critères plus digestifs, vous les voyez là à droite du tableau, vous avez ici, vous retrouvez les critères dont on a parlé tout à l'heure, les critères de composition. Mais effectivement, on s'aperçoit que les deltas sont quand même beaucoup plus nets sur ces critères, digestibilité d'énergie, DE ici, la dégradabilité, donc dégradabilité ruminale théorique de la matière sèche, ou la dégradabilité enzymatique de l'azote à 24 heures. C'est pour ça qu'il y a 24, sachant que ces critères-là sont peu ou prou liés, comme la solubilité de l'azote, qui va être liée à la dégradabilité théorique de l'azote ou des protéines, et la digestibilité, dégradabilité enzymatique. Donc effectivement, ces choses-là peuvent être intéressantes, mais le problème là, sur cette base de données, c'est qu'en fait, on l'a vu tout à l'heure, les populations sont complètement déséquilibrées. On a un gros paquet de luzerne désy et un paquet beaucoup plus limité de foin de luzerne. Donc la pertinence de la comparaison directe n'est pas forcément toujours bienvenue. Et puis là, je ne l'ai pas figuré, mais si on rajoutait les barres d'incertitude, notamment qui peuvent représenter l'écart type, on aurait des choses qui montrent une très forte variabilité. Et là encore, les tests statistiques ne nous donnent pas des choses vraiment très, très tranchées. Bon, globalement, tout ça pour dire que dans le choix de ces critères nutritionnels de composition, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On a quand même conservé, parce que ça peut aussi avoir un intérêt par ailleurs, ce critère dégradabilité enzymatique de l'azote ou des protéines, donc ce qui va nous permettre de prédire les protéines bypass. Et vous voyez derrière l'usage qu'on peut en faire d'un point de vue marketing. Donc on l'a conservé, d'autant plus quand on voit ce graphique, on a quand même un écart qui visuellement n'est pas idiot, mais je rappelle, statistiquement non significatif. Au-delà de ça, lorsqu'on va déshydrater nos produits, il se passe des choses. On va chauffer la matière. Alors, c'est valable pour la luzerne, mais c'est valable pour un tas d'autres produits ou coproduits. Donc, en fait, on va avoir un effet où l'azote constitutif des protéines va se lier aux fibres. Donc, le critère fibre qui est retenu, c'est plus une approche américaine. Van Soest, c'est l'ADF pour la fraction soluble à l'acide. Et effectivement, ces choses-là, ça commence à se produire dès qu'on a des réactions de Maillard. Donc, historiquement, on a développé des méthodes justement pour doser cet azote lié aux fibres. Et c'est ce qu'on appelle la méthode ADIN. Donc, c'est l'azote lié à l'ADF, pour acide détergente insoluble nitrogène. Désolé pour l'anglais. Et ce qui est très bien documenté, puisque les Américains ont pas mal travaillé là-dessus, vous voyez les dates, et d'autant plus ce critère-là rentre dans le système d'évaluation énergétique des fourrages et même de tous les aliments. On détermine cette valeur d'azote bloquée dans l'ADF
pour calculer une valeur énergétique. Ça ne se fait pas en France, mais dans le système américain, qui n'est pas du tout le système UFPDI, ça marche. Donc, c'est des données qui sont relativement disponibles. Donc, un exemple aussi des travaux qui ont montré cette liaison entre le chauffage du produit, donc qui est nécessaire à la déshydratation. Hein. Le chauffage, c'est bien la source d'énergie qui va permettre l'évaporation de l'eau. Plus on va chauffer des produits, donc là, c'est de la luzerne, hein, en l'occurrence. Hein. Donc, au départ, ça ne bouge pas trop, mais dès que les températures augmentent, hein, sur des fours classiques où c'est de l'air, en fait, le niveau d'azote lié à l'ADF va monter. Si on travaille avec de la vapeur surchauffée, donc là c'est quelque chose de beaucoup plus violent en termes d'apport énergétique, hein, c'est un apport énorme, là effectivement il n'y a pas besoin de monter de très haute température pour avoir cette liaison qui va se faire. Donc c'est vraiment lié à la température sous pression atmosphérique normale ou à la quantité d'énergie, lorsqu'on peut travailler avec d'autres systèmes d'apport d'énergie. Sinon, lors de la réaction de Maillard, donc j'en parlais tout à l'heure, hein, le chauffage, effectivement, il y a l'azote qui se combine au fibres, mais aussi ce qui se passe, c'est que l'azote, à travers les acides aminés, notamment un qui est assez connu en nutrition animale, la lysine, qui est un acide aminé limitant, va se lier facilement au sucre. Bon, c'est valable pour tous les acides aminés, mais le système qui est le mieux décrit, c'est quand même la liaison lysine et sucre. Et donc, par enchaînement, il va se créer des macromolécules de composés de Maillard. Et le premier impact de la mise en place de ces molécules dans la matière première, c'est que ça va être moins digestible, c'est moins biodisponible et notamment monogastrique. Et en fait, parmi la foultitude de molécules qui existent, il y en a une qui s'appelle la furosine, qui est une molécule qui se forme au tout début des réactions de Maillard. Bon, réaction de Maillard, vous connaissez, hein, c'est le brunissement. Donc, avant même l'apparition de la couleur marron qu'un œil pourrait voir, alors après, il y a des méthodes colorimétriques qui pourraient peut-être le détecter. Mais bon, il y a cette furosine qui va apparaître, et puis ensuite, l'enchaînement sera avec d'autres molécules. Donc là, vous avez une étude qui est assez récente, en 2020. C'est pour dire que ces investigations sur les matières premières de l'alimentation animale sont quand même très, très, très récentes. Hein. Le dosage de furosine, c'est quand même des choses qui sont plus courantes dans le domaine du food. Mais là, c'est le seul travail qu'on a pu trouver, où là, on voit quand même quelque chose d'assez intéressant. C'est que cette furosine, elle marche très bien pour la luzerne. Hein. Vous avez sur le graphique là différentes matières premières avec différents traitements. Hein. Donc, dans le cas de la luzerne, ce qui nous intéresse, la luzerne en verre, donc sortie du champ, de l'ensilage, du foin, on voit que le niveau de furosine bouge très peu. Hein. À redire, il y a une espèce de soupir lorsqu'on passe au foin. Donc là, on va chauffer un petit peu, hein, le séchage. Par contre, l'adhésie, ça ne pardonne pas. Là, tout de suite, on grimpe au plafond. Hein. C'est quand même assez rassurant, si je puis dire, c'est que ce n'est pas spécifique à la luzerne. Ça marche aussi avec la pulpe de betterave. Là aussi, on est un petit peu concerné, une bonne partie des gens qui sont autour des écrans, donc autour de la table. En fait, on pourrait se servir aussi, si jamais on avait un besoin de caractériser de la pulpe de betterave déshydratée, par rapport à ce critère-là. Bon, et puis là, pour vous avez aussi un autre exemple qui est assez sympa, si je puis dire. Donc, c'est le pois, hein, le pois où entre un pois cru et un pois toasté. Hein, le toastage, c'est un phénomène de traitement par la température très utilisée en nutrition animale pour augmenter la valeur énergétique, nutritionnelle, pas énergétique, nutritionnelle. Mais là, effectivement, ça marche bien. Donc, cette furosine est un bon candidat assez intéressant. Alors, d'autres candidats ont été évalués. Hein. On a regardé, bien sûr, les vitamines, et notamment la plus célèbre d'entre elles, le carotène. Bon, le problème, vous le connaissez tous, hein, on peut le préserver au champ, mais après, au stockage, un peu plus compliqué, sauf à mettre en œuvre des techniques beaucoup plus poussées que ce qu'on fait classiquement dans nos stockages de luzerne déshydratée, à savoir du froid, de l'inertage. Bon, on peut le faire sur une petite partie pour certains de nos produits, mais pour autant, ça n'empêche pas complètement la dégradation. Et là, effectivement, comme l'idée, c'est de pouvoir à tout moment caractériser notre produit, si on attend trop longtemps, au bout de 2 ans, par exemple, s'il n'y a plus de carotène, il n'y a plus rien à mesurer, et pourtant, le produit aura été déshydraté. Donc, on a laissé tomber ces critères-là. Donc, finalement, on va garder, dans le cadre de la manip, donc trois critères. Bon, le premier, qui est la dégradabilité enzymatique de l'azote. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez courant, qui se fait de façon assez routinière. Alors, je mets les guillemets qui vont bien, parce qu'on ne fait pas ça tous les 4 matins, mais c'est facile à trouver. Donc, c'est une méthode qui a été développée dans les années 80-90 par Jocelyne Offrère à l'INRAE de Clermont. Donc, c'est quelque chose qui est bien connu. Bon, même si ça ne fait pas référence au niveau international, les Américains ont leur propre méthode, ou même plusieurs méthodes, un peu sur le même principe.
Ce sont les enzymes d'utiliser qui vont être modifiées avec des conditions d'application, mais c'est exactement le même principe, quoi. Donc, et ce qui est sympa dans ce critère-là, c'est que c'est un critère zootechnique, donc qui est ensuite facile à valoriser par rapport à d'autres produits. Sinon, les deux autres qu'on a retenus, vous avez vu donc l'ADIN, hein, donc l'azote lié aux fibres ADF. Donc ça, c'est un critère historique, donc qui aujourd'hui est plus très utilisé pour comparer les foins et les désits, puisqu'il n'y a plus de désits pratiquement aux USA. Par contre, qui est toujours utilisé, comme je vous disais, pour calculer les valeurs nutritionnelles des produits. Et puis enfin, la furosine. Donc là, c'est du spécifique à la réaction de Maillard. Et réaction de Maillard, dès qu'on commence à chauffer, ça commence à apparaître, sauf si on fait des chauffages très ménagers, mais bon, c'est quand même pas vraiment courant chez nous. C'est aujourd'hui assez développé en food, mais bon, le versant de la médaille par rapport aux deux autres techniques, c'est des analyses qui sont assez coûteuses, bon, puisque les techniques ne sont pas du tout les mêmes, hein, c'est de l'HPLC, donc tout de suite, c'est autre chose que de la chimie basique, si je puis dire. Donc voilà où on en est. La suite du projet, donc maintenant qu'on sait où à peu près on peut aller, donc on va continuer, donc l'approche par enquête dont je parlais tout à l'heure. Donc l'objectif, ça va être de collecter des échantillons pour lesquels on va maximiser la variabilité des conditions de production, alors que ce soit en l'usine d'Aisy ou en foin, puisque l'idée c'est de voir comment ces critères peuvent évoluer au sein de la même population. Donc on va collecter ces échantillons, alors sur des axes de variabilité qui sont a priori identifiés, il y en a peut-être d'autres à imaginer, mais bon, pour avoir travaillé dans les différents comités, ça a été partagé au niveau Sénat, au niveau CET aussi. Donc le type de séchage, bien sûr, alors on sait, nous, la référence, le tambour sécheur, mais vous savez aussi qu'il y a d'autres systèmes, notamment basse température, tapis, qui existent, voire d'autres choses un peu plus exotiques. L'intensité de séchage, ben ça, tout le monde aujourd'hui, on est conscient, il y a des choses différentes qui se font. Et puis, on peut bien sûr se poser la question sur la valeur, la qualité de la luzerne initiale, une luzerne plus ou moins riche, hein, plus ou moins jeune, avec plus ou moins de protéines, plus ou moins de sucre. En général, tout ça, c'est un petit peu lié quand même. Et on peut imaginer que sur des réactions assez complexes, style l'élaboration des furosines, ça puisse avoir un impact différent. Donc, c'est bien toute cette gamme de variabilité qu'on veut cerner pour chacun des deux types de produits, foin, luzerne d'Aisy, pour dire, ben, effectivement, dans un cas ou dans les trois, j'en sais rien, ben, on arrive toujours à faire le distinguo. Et puis ensuite, derrière, ben, c'est ça, c'est le traitement des données. Donc, on regarde les populations, donc on va refaire des petits graphiques, on va refaire nos petits histogrammes, là, donc vus de dessus, hein, et puis on va regarder ceux qui vont se détacher proprement. Hein, par exemple, si on a deux choses comme ça, ben, ça ne sera pas très pertinent. Hein. Par contre, si on a un critère pour lequel il y a une population là et une population là, je dirais bingo, hein, le test statistique, on peut presque le faire à l'œil. Donc voilà, donc ça sera la deuxième partie, une fois qu'on aura acquis et récupéré toutes les données. Et puis donc voilà, donc oui, merci pour votre attention. Et donc rendez-vous pour la suite. On va commencer la collecte là cette année. Donc le temps de faire la collecte, de passer par les laboratoires. Ces résultats pour oui, fin 2021, début 2022. Donc comme disait Samy tout à l'heure, rendez-vous aux prochaines journées techniques. Très bien, merci. Merci beaucoup Didier. J'ai une question là qui est arrivée concernant la furosine. Il a parlé beaucoup de furosine. À partir de quelle température la furosine apparaît? Alors, bonne question. J'avoue que j'ai pas creusé suffisamment. A priori, les marqueurs de Maillard, ça arrive assez vite. Alors, ça fait partie effectivement le pourquoi on veut tester différents systèmes de séchage. Et effectivement, c'est par rapport à notre séchage haute température versus les sécheurs basse température. Bon, j'ai au moins deux exemples dans la tête. Et c'est par rapport à ça que je voudrais aussi vérifier. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, enfin, bon, on n'a pas vu grand-chose dans la biblio parce qu'en fait, la partie furosine, c'est travailler en agroalimentaire, notamment ben, tout ce qui est biscuiterie, tout ce qui est... c'est très répandu pour le lait UHT. Hein, enfin, ça... Bon, plus trop maintenant, mais à un moment donné, quand les gens ont voulu faire la mise au point de ces techniques-là, c'était un critère qui a été suivi. Et bon, pour faire un espèce de parallèle hyper rapide, quand on fait de la biscuiterie, bon, vous avez en tête les températures de cuisson hein, pour les biscuits. On ne fait pas des biscuits à 30 degrés. Et puis le lait UHT, ben, c'est pareil, on ne va pas faire de la stérilisation à 50 degrés. Hein. D'accord.
Désolé, j'ai pas la réponse. J'ai une autre question, Didier. Concernant toujours la furosine, dans quel domaine on utilise la furosine aujourd'hui? Le dosage de la furosine, en tout cas. Ouais, je l'ai dit, c'est encore, enfin, historiquement, c'était les UHT et encore aujourd'hui, c'est Ouais. comment, un critère de pilotage des gens qui font cette technique-là. Donc, voilà. Après, il y a là, oui, effectivement, donc, je citais aussi la biscuiterie. Mais bon, c'est vrai. Ouais. Quand on fait Lyon, on ne trouve que des choses en food. On trouve pratiquement rien, on va dire, en fil. La seule publique qu'on ait trouvée là, c'est celle-là, qui est toute récente. Hein. Donc, on démarre vraiment, quoi. Enfin, pour la partie nutrition animale. Et donc là, j'ai une autre question aussi sur l'effet bypass des protéines. Est-ce qu'il est seulement dû à la réaction de Maillard, cet effet bypass? L'effet de bypass avant, alors effectivement, la réaction de Maillard peut jouer, mais c'est pas là-dessus qu'on va compter. Principalement, c'est surtout au niveau de la modification de structure des protéines. Hein, les protéines, je ne vais pas me lancer dans un cours de biochimie, désolé, mais c'est des espèces de molécules très compliquées, très ramifiées, et dont la structure, les ramifications peuvent se modifier sous des conditions de température notamment. Bon, il y a le pH, etc., mais il y a des températures. Et ça va faire que les protéines vont se modifier et que ça va être, dans certains cas, moins accessible aux micro-organismes du rumen. Donc, les micro-organismes du rumen, effet bypass, effet température, vont pouvoir dégrader les protéines, qui par contre vont être digérées dans la partie intestinale. Donc, c'est ça l'effet bypass. Donc, à la réaction de Maillard, il peut y avoir cet effet-là, mais si on va trop loin sur la réaction de Maillard, on va faire des complexes qui vont être très compliqués à débobiner par la suite dans la partie intestinale. Et en fait, comme on dit vulgairement, c'est plus la protéine bypass, c'est la protéine bye-bye, quoi. C'est-à-dire qu'elle fait tout le long du tractus digestif et elle ressort. Donc, c'est une perte azotée. D'accord, très bien. Merci Didier. Merci pour ta présentation qui était très complète. Hein. Alors, on va passer. J'ai pas d'autres questions à ce stade là sur cette présentation. Donc, avant de conclure, je voulais faire un petit point sur ce qu'a dit Philippe Etienne en introduction. En effet, on a travaillé sur un plan stratégique Luzerne 2026. Donc, pour les 5 prochaines années, qui fixe un peu la stratégie, les perspectives de développement, les actions à entreprendre pour chaque comité. Et dans notre comité, on a identifié trois axes stratégiques. On dit stratégiques de développement qui concernent le premier donc sur la caractérisation des impacts de la luzerne sur les animaux d'élevage. Donc là, il s'agit en fait de renforcer nos références sur les sujets, sur les performances animales, enfin l'effet de l'alimentation sur la performance animale, la qualité. Donc on va essayer de trouver des éléments de preuve pour montrer que la luzerne est bénéfique pour les systèmes, les exploitations agricoles, pour les éleveurs. Donc là, c'est aller chercher les gains techniques permis, les gains économiques permis. Plutôt voilà, dans ce sens-là, sur ce premier axe. Sur le deuxième axe, on a voulu s'intéresser à segmenter davantage par animal et par type pour maximiser, dans le but de maximiser la valeur de nos produits. Donc en l'occurrence, on va essayer d'étudier tout ce qui est démarche de valorisation. Donc il y en a plusieurs, hein. Ça peut être les démarches de qualité, tout l'affichage sur ces produits, sur comment on peut mieux valoriser au niveau local, au niveau non OGM. Et toujours associer à ça l'ensemble des acteurs de la filière. Il faut aussi le faire reconnaître auprès des prescripteurs dans la filière, enfin dans le secteur animal. Et puis également dans les outils. Voilà. Et un autre sujet, c'est le bien-être animal, hein, où on peut vraiment faire valoir notre luzerne sur ce point-là. On l'a vu d'ailleurs dans les différentes présentations de tout à l'heure. Donc, le troisième point, légitimement, on va conclure avec le point sur lequel on avait commencé avec Samy Julien sur les chevaux. Donc là, on va chercher à développer davantage la consommation
des chevaux avec la luzerne. Donc là, ça concerne ici prouver, amener les éléments de preuve, encore une fois, sur l'intérêt de l'effet, de l'alimentation de luzerne sur la santé et la performance des chevaux. Enfin, c'est le programme qu'on mène actuellement. C'est un programme de recherche et de développement. Et communication, la communication est importante. À charge de Luzerne de France de s'occuper de la communication. On a déjà réalisé un certain nombre d'outils, de vidéos par exemple. On a une web-série Luzerne de France. Et donc, on a dédié 2 épisodes de notre web-série sur la luzerne et l'alimentation des chevaux. On fait des fiches également cheval qui permettent d'apporter de l'information alors à tout type de personnes, d'utilisateurs. Ça peut être des entraîneurs, des centres équestres, destinés au centre équestre, cheval loisir, à destination des entraîneurs, du cheval plutôt pour la performance sportive, l'élevage. Donc voilà, c'est le développement du réseau de communication qu'on va mener sous cet axe-là. Et donc, il y a un certain nombre d'acteurs dans le réseau équin. Et donc là, on est vraiment à un point où on a identifié tous les acteurs et on est en train de communiquer avec eux et de partager l'ensemble des outils dont on a à disposition aujourd'hui. Donc à ce stade, je vais conclure. Donc déjà, je tiens à remercier l'ensemble des intervenants. C'était vraiment indispensable de donner un peu un compte-rendu de l'année dernière, des sujets qu'on a travaillés. J'espère qu'on aura été assez concis dans nos propos, que ça aura été assez clair et précis, et que ça n'a pas pris, ça vous a pris un petit peu de temps de votre journée, mais en tout cas, c'était intéressant pour nous de partager nos travaux. Donc, je remercie tous les intervenants. C'était vraiment des interventions de qualité, j'ai trouvé, et très complètes, et très précises, très détaillées. Donc, voilà, je les remercie. Et bien sûr, il y a d'autres sujets qu'on travaille dans le comité, les outils de communication, je disais, sur le cheval. On travaille aussi la mise à jour de l'analyse de cycle de vie, la luzerne, dans la filière. On travaille sur des débouchés, notamment caprins. Voilà, donc il y a d'autres sujets aussi qui n'ont pas été présentés aujourd'hui, mais qu'on pourra présenter peut-être l'année prochaine. On continue à communiquer sur nos réseaux. Vous avez une slide ici qui montre, comme toute organisation, on communique sur Twitter, sur Facebook, LinkedIn et YouTube. YouTube, vous pourrez retrouver les replays. Vous pourrez trouver aussi l'ensemble des épisodes sur le cheval et sur d'autres thématiques aussi, agronomiques également. Voilà, c'est très intéressant, vous pouvez y aller. On fait généralement des petits courts clips intéressants avec l'information essentielle. Également, Luzerne 2026, on vous en parlait, vous pouvez retrouver Luzerne 2026 sur luzerne.org, luzerne au pluriel.org. Voilà, sur la première page, vous allez le trouver facilement. Et donc ça, c'est notre rapport stratégique. Et puis, donc je remercie encore une fois tous les intervenants. Tous les participants, on était à peu près une quarantaine aujourd'hui. Voilà, et puis l'ensemble des membres des comités, quand même. On est 10 membres de comité, avec pas mal de représentations dans le comité, comme Arvalis, les ADANGER, je pense, les coopératives, les directeurs de coopératives, et voilà, et donc et des IALIS également. Et donc je remercie l'ensemble des membres du comité également. Et donc l'année prochaine, en espérant qu'on puisse se retrouver en présentiel, en physique, si les conditions le permettent. Et en tout cas, je vous remercie encore une fois et passez une bonne après-midi. Merci.